bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Éducar sur la chaîne Télé-École, la chaîne 100% éducation. Aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau un grand monsieur, un grand artiste de renommée internationale. Je vous nomme Mohamedou Mbaye dit Zoulou. Bonjour, monsieur Mbaye. Bonjour, Fofana. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ce cadre qui est magnifique, dans votre atelier ici au Village des Arts. Donc, c'est un réel plaisir encore de découvrir, de découvrir votre travail et de parler surtout de l'art en général. Et comme vous le savez, le concept de l'émission, le thème d'aujourd'hui donc va porter surtout sur l'art contemporain et notre invité, ce sera monsieur Mbaye. Donc, sans pour autant tarder, je vais vous laisser le soin de vous présenter au public, aux téléspectateurs. Et oui, j'arrête pas de me présenter. Je pense que le public me connaît un peu, mais il faut peut-être expliquer, parce que tout le monde me connaît sous le nom de Zoulou, alors que je porte le nom de Mohamedou. Et beaucoup me posent la question de savoir pourquoi je signe Zoulou. En fait, c'est depuis 81 que j'ai commencé à signer Zoulou sur mes tableaux. Mais bien avant, de 70 à 80, c'était Mohamedou, mon nom à l'état civil. Et ce nom, pour ce nom, j'ai essayé de trouver un nom qui colle bien à ma peinture, que je dis négro-africaine. Et il me fallait trouver un nom qui colle vraiment à cette peinture. Et j'ai cherché et j'ai trouvé le nom Zoulou. C'est vrai, Mohamedou est le nom du prophète de l'islam, notre prophète. C'est tout. Ben, dans ma peinture, même pas dans ma peinture, mais dans ma réalité, je suis africain et non arabe. Et donc, il fallait trouver un nom qui colle à cette réalité. À cette réalité. Donc, nous pouvons dire que le nom de Zoulou, c'est une quête d'identité. Tout à fait, tout à fait. Ça colle à ma quête d'identité et c'est un peu comme on dit mon nom de guerre. Parce que je suis un militant de l'identité négro-africaine que je prône. Et donc, il fallait plutôt trouver un nom qui colle à cette identité. Et je pense que Zoulou, qui n'est pas du tout sénégalais, mais qui est sud-africain, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'affinités, de pensée, de philosophie, de combat avec le peuple Zoulou, parce que tout le monde connaît son histoire et que c'est une belle histoire dans l'histoire de l'Afrique. Donc, un nom de guerre comme le nom de Zoulou dont vous venez de parler, donc un peuple du Sud-Afrique. Tout à fait. Voilà. C'est quoi donc un nom de guerre? Un guerrier doit vraiment avoir un vécu, vraiment un parcours. Et pouvez-vous nous parler un peu de ce parcours-là de Zoulou Mbaye? Ça va pas être facile de parler d'un parcours qui a duré 55 ans. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, en vous montrant ce catalogue qui, dure de la période de la célébration ou de la commémoration plutôt de mes 50 ans de peinture, où j'ai eu à inviter 11 pays africains plus le Sénégal, ça faisait 12. Et donc, 55 ans de peinture, ou d'art tout simplement, difficile à expliquer, mais j'ai commencé très jeune. D'ailleurs, à chaque fois que je parle de mes 55 ans de peinture, on se pose la question de savoir quel âge je dois avoir. En fait, certains même me disent, tu as commencé à peindre au berceau ou quoi? Mais c'est parce que tout jeune, à l'âge de 15-16 ans, en 70, que j'ai commencé à peindre. Et depuis cette date, je n'ai rien fait dans ma vie d'autre que la peinture. Donc, j'ai commencé au Sénégal pendant une vingtaine d'années et j'ai commencé après à sortir, à voyager dans le monde, à exposer un peu dans le monde. Et je peux dire que je suis un peu connu en Europe jusqu'aux États-Unis et surtout en Afrique parce que c'est ici mon terrain d'exercice, si vous voulez. Et donc, pour résumer un peu mon parcours artistique, je peux dire que j'ai consacré toute ma vie à la peinture. Donc voilà, aujourd'hui, à l'âge de 71 ans, je ne sais rien faire d'autre dans ma vie que de peindre.
Et Dieu merci, et je pense que ça va aller encore quelques années. Donc, 71 ans, 71 bougies, et voilà, plus de 50 ans de carrière artistique, et comme vous venez de le dire. Et puis, cette date ou bien cette trajectoire, ce parcours que vous avez qui a eu à vraiment être marqué, donc, de vos 50 ans d'art. Qu'est-ce que cela vous fait? Parce que l'habitude qu'on a, nous, c'est de célébrer les gens après leur mort, de se voir vraiment être auréolé, vraiment de votre vivant. Faut dire que j'ai une chance. J'ai une chance parce que à 49 ans de peinture, j'étais ici dans mon atelier un jour et j'ai reçu la visite de, comment il s'appelle encore, Mbaye, qui est un critique d'art, et qui me dit, mais doyen, vous avez 45 ans, 49 ans de peinture. L'année prochaine, ça va être, c'était en 2009, cette histoire. 2019 plutôt. L'année prochaine, vous aurez 50 ans de peinture, mais ça se fait. J'ai dit, oui, mais bon, c'est tellement difficile de trouver les moyens d'inviter des artistes d'autres pays. C'est pas très simple, quoi. Et quelques jours après, je devais aller au Maroc. Parce que faut préciser que depuis bientôt 10 ans, j'ai une histoire avec le Maroc. Par le fait que j'ai eu à recevoir ici, en tant que président du Village des Arts, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Et ça s'est passé en octobre 2016. Et en 2017, je reçois un coup de fil du Palais Royal de Rabat qui me dit « Sa Majesté voudrait vous inviter au musée Mohamed VI qui porte son nom, d'ailleurs, à Rabat. » Et c'est comme ça que je peux dire qu'il m'a ouvert grandement les portes du Maroc. Et donc, depuis lors, je travaille entre le Maroc et le Sénégal, avec d'autres pays, mais particulièrement avec le Maroc. Et arrivé au Maroc, comme je connaissais un peu l'entourage de Sa Majesté, j'en parle au directeur, à M. Metral, qui est directeur de l'AMCI, l'Agence marocaine de coopération internationale. Comme ça, je lui dis, mais l'année prochaine, si j'avais les moyens, j'aurais bien voulu organiser la commémoration de mes 50 ans. Il me dit, Zoulou, j'ai une proposition. Le Maroc va venir à Dakar vous célébrer. Faites-moi une liste de 10 pays. Alors, il me donne une feuille et un bic. Il me dit, on note 10 pays. 5 anglophones et 5 francophones. Et 2020, comme c'est votre 50e année de peinture, on va venir vous célébrer au Sénégal. Mais le Covid étant passé par là, parce que 2020, ça a été la période du Covid. De la pandémie. Donc, j'ai dû repousser en novembre-décembre 2023. J'organisais la commémoration de mes 50 ans. Mais quand je suis arrivé ici, j'en ai parlé avec quelques Sénégalais qui m'ont dit, mais on ne peut pas assister, regarder là, sans rien faire, un autre pays venir célébrer un des fils du pays et ne rien faire. C'est comme ça que l'État sénégalais me proposa de faire venir les invités par le Maroc et arriver sur la terre sénégalaise. La Teranga va prendre le relais et on va recevoir vos invités. C'est comme ça que est partie cette commémoration de 50 ans. Et puis, cette commémoration qui a eu vraiment un franc succès, et on l'a vu, surtout, vous venez de le dire, le nombre d'artistes qui ont répondu à votre invitation. Et ensuite, qu'est-ce que ça vous a fait? Mais c'était un grand honneur. D'ailleurs, vous venez de le dire. Vous me dites que c'est très souvent les artistes où les gens sont célébrés post-mortem. Mais moi, j'ai eu la chance de mon vivant d'être célébré. Et je pense que le mérite revient à ce pays frère, le Maroc, qui a eu l'idée. Parce que sinon, si on m'avait laissé seul avec parce que c'est pas facile de faire venir 11 pays africains à Dakar. Vous savez, tout ce qui tourne autour d'un événement comme ça. Mais c'est un honneur et surtout c'est une chance. C'est pas un mérite parce que beaucoup d'autres, peut-être mieux que moi ou plus que moi, méritent cette célébration. Mais moi, j'ai eu la chance d'être honoré de mon vivant et je pense que je trouve que c'est un don de Dieu. C'est immense. Faut dire. Donc, c'est un don de Dieu. L'artiste que vous êtes, monsieur Mbaye. Donc, et là, quand on parle de cette commémoration-là, on va parler de la dimension artistique.
c'est-à-dire la portée de votre travail à travers le monde, à travers l'Afrique autant pour moi et à travers le monde. Comment vous appréciez les artistes ici? Donc, vous voyez votre travail qui est vraiment reconnu, plus ailleurs qu'au Sénégal. Les artistes sont des ambassadeurs. Tout à fait. Mais c'est encore une chance et, comment dire, parce qu'on dit que le hasard n'existe pas, je ne vais pas dire que c'est le hasard, parce que j'ai eu quand même la volonté de sortir de chez moi. Parce que je me dis toujours, et je le dis aux plus jeunes et à mes collègues aussi, qu'il faut sortir. Que sortir, c'est vraiment découvrir d'autres choses, rencontrer d'autres souffles et s'ouvrir. Ça fait une ouverture aussi. Et donc, moi, j'ai eu la chance de vivre une vingtaine d'années entre la France, l'Allemagne, la Belgique, et aussi de voyager un peu à travers le monde. Mais ce que je regrette dans ce parcours-là, c'est que j'ai pas assez voyagé en Afrique, parce qu'aujourd'hui, il nous faut plus, comment dire, encourager le dialogue sud-sud que le dialogue nord-sud. Parce que malheureusement, je me suis rendu compte que pour connaître un artiste du Mali, ou de Côte d'Ivoire, ou du Nigeria, il faut passer par Paris, ou Bruxelles, ou New York. Donc, mais je trouve que l'art africain, timidement, aujourd'hui, est en train de se faire bien connaître à travers le monde, bah, qu'il y a aussi ces, comment dire, des appréhensions que quelqu'un comme moi, qui a fait 55 ans, comme je vous dis, dans la peinture, j'ai des appréhensions qui sont des fois positives, mais surtout aussi des fois négatives. On pourra en parler. C'est toutes ces appréciations-là que vous avez, les appréhensions que vous avez concernant l'art sénégalais. Les appréciations positives sont que il y a beaucoup d'artistes en Afrique aujourd'hui. Dommage que beaucoup de pays n'ont pas d'école des beaux-arts. Nous en avons une depuis 1960, grâce au poète président Léopold Sédar Senghor. Mais mes appréciations, c'est qu'il y a beaucoup de peintres et beaucoup de jeunes peintres aussi qui naissent, qui grandissent, qui sont derrière nous. Mais seulement l'appréciation négative, c'est que où va l'art africain? Où va l'art? C'est une question que je me pose, parce que, pour vous parler très franchement, j'ai une sorte de peur, parce que je vois que au lieu de s'inspirer, si on veut, de se faire influencer par notre environnement culturel, il y a aujourd'hui une mode qui veut que les artistes africains, au lieu de produire des choses représentatives de la culture négro-africaine, versent un peu dans le mimétisme ou jettent le regard un peu ailleurs, parce que tout simplement, quand on a envie de se faire connaître, on passe par des chemins, des tracés où il faut bien réciter les leçons qu'on vous apprend. Et ça me fait un peu peur. Et c'est un constat terrible, triste pour moi. Et je ne voudrais pas que les jeunes générations qui viennent suivent cette voie. Donc, le mimétisme africain dont on parle, ce mimétisme-là, d'ailleurs, on en a parlé avec l'artiste Monsieur Mbaye Tita, donc on avait accueilli au niveau de l'émission Éducar. Ce mimétisme africain, ce mot qui revient tout le temps. Donc, pour parler du mimétisme africain, on dirait pas que nous sommes partis au rendez-vous du donner et du recevoir sans pour autant amener nos bagages. Ou bien nous venons danser au rythme de cette mondialité-là, de la mondialisation dont on parle, sans pour autant amener nos bagages. Et pourquoi? Je pense qu'il faut faire gaffe avec cette mondialisation, parce que ça nous mène vers une standardisation, alors que la culture n'a pas besoin de standardisation. Les civilisations, il y en a un peu partout à travers le monde. La civilisation négro-africaine, la civilisation grecque, romaine et autres. Et toutes ces civilisations ont produit une forme d'art ou des formes d'art. Et donc, pourquoi les Africains, au lieu de revenir à leur identité, pourquoi ils ne portent pas dans leur production actuelle cette identité négro-africaine qu'ils sont en train de fouler du pied, qu'ils sont en train d'oublier même, alors que c'est en eux, parce que tout simplement, tout le monde veut être au banquet, comment dire, du monde, alors que dans ce banquet, il faut y venir avec ses armes.
On ne part pas comme ça sur... Se jeter. En se disant que oui, voilà ce qui se fait aujourd'hui en Europe, et c'est là où il y a le marché d'art. Ça force un peu le jeu avec les artistes africains d'aujourd'hui. Alors que les Occidentaux, par exemple, les attendent, qu'ils amènent quelque chose qui vienne d'eux, qui parle de leur identité, de leur culture, de leur histoire. Ben, bon, ça, je dis toujours que on n'a pas tellement de poids politique ni économique, donc on peut se faire embarquer. Mais quand même, sur le plan culturel, on a des armes pour nous battre et il faut pas aller à ce concert du monde sans y apporter ses propres armes parce que sinon on se fait bouffer et on n'a pas le droit. Donc, on n'a pas le droit à la faillite, on n'a pas le droit de faire des erreurs. Surtout, revenons un peu. Quelle est donc la solution que vous donnez pour ça? Mais c'est de revenir à soi. Parce qu'on a un imaginaire très riche. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est nous qui avons sauvé le monde au début du 19e siècle. Quand l'art africain a été... comment dire, à entrer dans l'expression artistique du 19e siècle, on a vu que ça a bouleversé totalement la création artistique. Et sur toutes les disciplines, hein, c'est pas tout simplement dans les arts plastiques, la musique, tout ça, le cinéma. On voit que l'art africain a inspiré les artistes de cette période et ça a donné, par exemple, des mouvements comme le cubisme, des mouvements comme le surréalisme. D'ailleurs, nous sommes fondamentalement, nous, négro-africains, surréalistes. Donc, encore pour revenir à ce que je disais, on n'a rien à aller piocher ailleurs. Seulement, on doit s'ouvrir au souffle du monde, mais on doit y aller à ce concert avec notre personnalité et des phénomènes artistiques comme aujourd'hui ce qu'on appelle l'art conceptuel nous a un peu dévié de notre trajectoire normale et a fait de nous un peu, je ne vais pas utiliser un mot trop dur, pas atypique, mais bon, on a été des mimétistes. Pour être plus doux, parce que sinon d'autres mots que j'en ai utilisés. Effectivement. Donc cet art conceptuel-là dont on parle, on voit que comme vous venez de le dire, ça nous renferme dans des boîtes. Donc comme les Américains le disent, dans les boîtes. Je leur dis, mais quel art n'est pas conceptuel? Évidemment. Seulement quand on a en face de nous une société un peu desséchée, inanimée, aseptisée, qui a d'ailleurs, comment dire, désacralisé l'art. Ce sont ces phénomènes artistiques qui ont amené les artistes d'aujourd'hui à inventer des modes. Malheureusement, les modes, ça dure pas plus de 10 ans. On va, par exemple, à un mode, et 10 ans après, on va à un autre. Ça devient des cycles éphémères. Je veux parler, par exemple, du dadaïsme, jusqu'aux années 45-60, où il y a des mouvements qui prônaient carrément en Europe la mort de l'art. D'ailleurs, je me rappelle d'une phrase qu'un critique d'art français, Michel Ragon, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art, pourquoi faire, et qui dit, en réponse à ces mouvements artistiques qui prônaient la mort de l'art, il se trompe pour ceux qui prophétisent que l'art va mourir. C'est nous qui mourrons, l'art est éternel. Je peux comprendre que dans leur trajectoire, quand on voit un sculpteur comme César qui prend 1000 canettes, par exemple, et qui en fait un cube de 23 centimètres cubes, je me dis, c'est parce que cette société a des préoccupations environnementales. Parce que c'est un peu une société de consommation. C'est pas un peu, c'est profondément très fort, une société de consommation. Donc, que les artistes cherchent des solutions à ces problématiques, je pense que eux, c'est normal qu'ils travaillent dans ce sens-là. Mais nous, Africains, qui habitons une grosse installation, sortez dans la rue, vous verrez que tout est, si on veut présenter à la Biennale ou ailleurs une œuvre en installation, on peut faire une photo
tas de débris ou de machin truc. Et bon, voilà. D'ailleurs, je blague toujours à mes amis en passant devant une poubelle. Je dis, mais ça serait bien pour la Biennale de Venise. Parce qu'on peut l'appeler une installation. Et c'est dommage que nous, qui sommes un peuple jeune, je veux dire, dans cette expression artistique contemporaine, nous avons d'autres voix, d'autres, comment dire, beaucoup d'autres choses qu'on peut apporter sans pour autant jeter notre regard sur ce qui s'est fait à travers le monde, parce que ça nous fait oublier nous-mêmes, ça nous fait fouler du pays notre identité, ça nous fait perdre notre reconnaissance à nous. Et je pense qu'on peut ne pas passer par là. C'est tout simplement l'appréhension négative dont je parlais au début que je situe dans ce fait-là. Vraiment comment dirais-je, des solutions qu'on donne, ou bien des débuts de sortie de crise, si on peut l'appeler ainsi. Donc, pour ceux qui viennent de prendre l'émission en marche, donc on vous rappelle que nous avons comme invité aujourd'hui monsieur Mouhamadou Mbaye dit Zulu Mbaye, qui va nous parler de l'art contemporain sénégalais et l'art contemporain africain. Si on revient un peu, on parlait de cette influence-là que nous avons de l'art occidental. Est-ce que nous n'avons pas beaucoup regardé l'autre? C'est-à-dire qu'on a beaucoup regardé à travers la fenêtre ce qui se faisait ailleurs, tout en laissant ignorant un peu les problèmes que nous avons. Mais malheureusement, c'est le cas. C'est le cas parce que c'est bien de, comment dire, c'est bien de s'ouvrir au monde. Et parce que il faut avoir d'autres outils. Nous avons des outils à nous. Des outils. Mais d'autres outils existent ailleurs. Et si nous avons besoin de, comment dire, d'utiliser ces outils-là, nous devons d'abord les digérer. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout simplement on a vu que en prenant ce catalogue, en y posant un bâton plus un briquet à côté, ça fait une œuvre d'art et parallèlement écrire un livre à côté. Il faut digérer ces influences étrangères et en faire un outil de travail pour nous-mêmes, mais ne pas tout simplement les copier comme si on n'avait rien d'autre à dire que de regarder ailleurs. De regarder ailleurs. Donc ne pas les copier, c'est rester aussi original. Et c'est un message pour tous les artistes contemporains. Et si on revient aussi par rapport à votre travail, qu'est-ce qui vous inspire? Si on regarde les toiles, les mouvements. Moi, ce qui m'inspire, c'est tout simplement l'homme. Parce que je ne suis pas un peintre qui, comment dire, regarde le coucher du soleil ou les nuages ou la mer. Je pense que nous, négro-africains, nous sommes un peu introvertis. Nous pensons plus à ce qui est en nous, déposé en nous, à ce qui est, à ce qu'on voit réellement. Nos œuvres d'art n'ont jamais été, par exemple, des œuvres de curiosité. Nous n'avons jamais conçu l'art comme un objet de décor, de curiosité. L'art, pour nous, avait un sens. Il participait à notre réalité sociale. C'était, comme je dis, pour créer, pour anéantir. C'était aussi une thérapie. Et donc, cela servait à ça. Par exemple, quand je dis pour créer, par exemple, quand on portait des masques et qu'on dansait, il arrivait que, en implorant les dieux, parce que nous sommes aussi de cette, comment dire, nous croyons aux dieux, nous sommes dans notre vie sociale, nous avons connu le Dieu unique avec l'avènement des religions, mais bien avant, on croyait à plusieurs dieux. Et nous croyons à ces dieux-là. Nous croyons aux choses, à la pierre, à l'eau, au vent, à tout ça, parce que nous étions fondamentalement animistes. Et donc, mon art, je ne le perçois pas comme une illustration de quelque chose. Ce n'est pas un reportage sur la vie contemporaine où on dit qu'on manifeste aujourd'hui au Maroc et qu'on représente des gens qui lèvent les bras et qui manifestent. Je pense qu'il y a dans chaque individu quelque chose qui est déposé. Nous sommes tous habités de quelque chose, d'une force intérieure qui nous permet de créer. Et en interrogeant cette force déposée en nous,
moi, c'est dans cette situation-là, dans cette zone, et que je sais qu'aussi le monde est plein d'images. On a dans la multitude et l'univers des images qui ne sont pas des images réelles qu'on peut toucher, voir, mais c'est des images dont l'artiste qui a des informations, par exemple, parce que il est connecté à d'autres esprits, à d'autres réalités, même invisibles. Et je pense que le monde est plein de choses invisibles que l'artiste peut appréhender et les produire sur un tableau, une sculpture ou sur des mots pour faire un poème. Et moi, donc, quand on parle quand on pose des questions sur mon art, je dis c'est l'homme, parce que l'homme est habité, l'homme est chargé, l'homme est plein de choses, a plein de choses qu'on peut montrer sans pour autant recopier ou illustrer d'autres choses qui sont dans notre réalité. Donc, vivre de l'art et vivre aussi l'art comme on le sent, comme on le ressent. Là, donc, nous serons obligés de parler aussi des voyages que vous avez faits. Parce qu'on a vu que comme vous venez de le dire, vous avez fait pas mal de pays. Et saluer aussi de passage, je dirais, vos binômes ou vos trios. À chaque fois qu'on voit Mbaye, Tita Mbaye, on voit Zulu et on voit aussi Murph. C'est quoi d'abord le secret, avant d'abord de parler de ça? C'est quoi le secret qui vous unit? De quelqu'un que j'aime beaucoup, Tita Mbaye, qui est un des doyens aujourd'hui de l'art sénégalais. Et qui a une démarche artistique que je trouve qui a beaucoup d'affinités avec la mienne. C'est pas parce que si on est ensemble toujours, c'est parce qu'on a des affinités. Et c'est quelqu'un aussi qui a la chance de voyager, comme je le dis, et qui a aujourd'hui dans son œuvre une assise fondamentalement négro-africaine. Son travail sur les signes et tout ça est extraordinaire. Mais il s'est ouvert au monde parce que tout ce qu'on peut voir à Paris ou ailleurs, c'est un patrimoine. Et on peut se nourrir de ce patrimoine. Mais mes voyages ont eu des hauts et des bas. Et c'est ça la vie d'un artiste. On a l'habitude de dire que l'artiste, c'est quelqu'un qui passe une nuit dans un 5 étoiles et le lendemain à la belle étoile. Et ça, c'est le rythme de la vie de l'artiste. C'est ce rythme-là que j'ai eu dans mes voyages aussi, où il y a eu des moments où j'ai exposé dans des grands endroits dans le monde, dans des musées. J'ai été aussi collectionné par les musées, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et ça, ce sont des moments extraordinaires où on voit qu'on a les gens ont une reconnaissance de notre travail. Et surtout de ce point africain que j'apporte dans le reste du monde. Mais globalement, pour parler de mon séjour à travers le monde, je pense qu'il fallait le faire. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Au contraire, ça fait de moi un homme du monde. Et Dieu merci, ça m'aide aussi dans mon regard, dans ma quête comment dire, de peintre, dans ma quête de réalisation de mon art. Et c'est quoi le secret, je veux dire, dans votre manière de vous morfondre, c'est-à-dire que même au niveau des pays de la sous-région, cette manière-là que vous avez de vous sentir chez vous, partout où vous allez, c'est quoi le secret? C'est parce que vous avez quelque chose d'original que les autres ont besoin, et comme on venait de le dire, si vous avez un produit que tout le monde a, les gens sont obligés de jeter ça et de garder le. C'est quoi le secret? Je pense que il faut que dans l'art qu'on cherche une originalité, parce que l'art exprime ton identité, ta personnalité, ton histoire, ta culture, à la limite même le point géographique dans lequel tu vis sur la terre. Donc pour moi, je pense que ce qui intéresse plus le monde, c'est cette originalité que j'essaie de porter. Que je porte d'ailleurs, faut le reconnaître directement. Et ça, c'est dû aussi peut-être à mon éducation, parce que je suis né dans un village et jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai pas connu la ville, par exemple.
j'étais avec mes chevaux, mes moutons, mes ânes, les baobabs, les arbres, la nature. Et ça m'est beaucoup resté à moi. Donc, je peux vivre à Paris, ailleurs, machin truc. Mais je sais qu'il y a un fond en moi que je ne peux pas et que je n'aime pas transgresser. Et c'est ça le socle de toute ma démarche artistique. Et Dieu merci, je ne regrette pas. Donc, un socle vraiment qui est rigide, qui est dur, qui s'enracine encore, et vraiment dont les feuillages traversent un peu les territoires que nous avons. Et donc, en témoignent les nombreux voyages que vous avez faits, surtout avec vos amis, donc les inséparables. Et quand on revient sur votre travail en tant que tel, on voit que au niveau de vos peintures, on sent des signes, on dirait même des motifs. Mais des signes carrément. Des signes carrément. En fait, tu sais, la peinture, l'art, la création est un peu un vagabondage. Mais surtout, dans les années 80, j'ai beaucoup travaillé sur le signe. Parce que, vous me rappelez une histoire que j'ai vécue et qui est fondamentale dans ma vie d'artiste. Parce que je faisais, et jusqu'à présent, je fais partie de ce qu'on a appelé l'école de Dakar. L'école de Dakar, oui. Ouais, mais en 85, je vais rencontrer une femme extraordinaire qui était peintre, égyptologue, écrivaine, et qui a quitté Paris pour venir vivre avec son mari au Sénégal. Et j'ai rencontré cette dame qui était égyptologue aussi, et qui a remarqué que dans les dessins à l'encre de Chine que je faisais, il y avait quelque chose qui rappelait les hiéroglyphes égyptiens. Les hiéroglyphes, ouais. Et il me l'a fait comprendre en me disant que si j'élaguais un peu, parce que vous savez, l'école de Dakar de cette époque était une peinture pleine de motifs décoratifs. Et elle me disait, si tu élagues un peu ces motifs décoratifs, il va rester sur votre œuvre une colonne dorsale qui rappelle les hiéroglyphes de l'Égypte négro-pharaonique. Et donc ça m'a pas séparé de l'école de Dakar, mais c'est un autre enseignement que j'ai ajouté à ce que j'avais appris à l'école de Dakar. Et donc c'était un travail qui a donné naissance à des signes qu'on retrouve aujourd'hui encore dans mes peintures. Parce que j'ai pas perdu cette colonne dorsale de l'école de Dakar, mais j'y ai apporté un plus et je pense que c'est normal dans la vie d'un peintre. Je pense que tous les 10 ans ou 15 ans, il y a quelque chose qui se révèle, mais sans rupture. C'est quelque chose pour laisser des formes comme une identité avec laquelle on te reconnaît, mais qui t'ouvre d'autres espaces, d'autres expressions, d'autres sensibilités, d'autres regards. Donc, d'autres sensibilités, d'autres regards autant pour moi, juste emporté par l'émotion en face de ce grand monsieur, donc, de la culture sénégalaise, africaine et même mondiale, comme on vient de le voir. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu culturel, artistique sénégalais. Et quand on parle de l'art, on peut parler aussi de la politique culturelle surtout. Et de ce que nous avons. Parce que, comme vous venez de le dire, depuis avant les indépendances, d'après l'indépendance, jusqu'à cette période-là, on voit que l'art sénégalais a évolué. Cet art-là a évolué, mais aujourd'hui... Je ne sais pas si c'est l'art qui a évolué ou est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus d'artistes. D'artistes, ouais. Mais parce que si on se rappelle la période de 60 à 80, où on a eu l'ouverture de l'école des beaux-arts de Dakar, où on a eu une école d'architecture, où on a eu, par exemple, le théâtre Sorano. Il y avait vraiment une ambiance artistique très forte. Et ça, c'était dû au fait qu'on avait un artiste à la tête du pays. Je vous parlais du président Léopold Sédar Senghor. Donc, il y avait un engouement pour l'art qu'on ne retrouve plus. Donc, je prends le mot évolution avec un peu de pincettes, parce que cette ambiance artistique de ces années-là, on ne les retrouve plus. Parce que peut-être pour des raisons politiques, les gens qui sont venus après Senghor, on va en citer d'abord Abdou Diouf, n'avaient vraiment pas beaucoup de
comment dire, n'a pas beaucoup apporté à la culture. Et c'est à cette période-là que la culture a commencé à chuter dans la pratique, hein, parce que la culture, elle est là, elle est mouvement, elle est perpétuelle, donc immuable, permanent, elle ne change pas. Mais l'expression de la culture a un peu diminué parce que je pense qu'il fallait continuer cet élan que Senghor avait impulsé, mais que peut-être pour des raisons politiques, les autres se sont dit, vous aviez un rêveur, un artiste qui parlait de rêve. Moi, je suis un homme du réel, du riz et de l'huile peut-être. Bon, voilà pourquoi. Et les autres qui ont suivi, on a vu un petit élan propulsé par Abdoulaye Wade, mais ça n'a pas abouti. Et celui qui a suivi, disons que n'a pas ajouté quelque chose à cette réalité. Et donc aujourd'hui, qu'on pense qu'il y a une rupture dans ce pays, ça ne doit pas être tout simplement une rupture politique, ça ne doit pas être tout simplement une rupture économique, ça doit aussi être une rupture culturelle. Et je pense que cette rupture qu'on nous vend agira aussi sur notre conception qu'on a de l'art. Parce que le Sénégal, d'abord, ce village des arts où il y a 50 ateliers, le Sénégal a ça, mais qu'est-ce qu'il en fait? Nous sommes des artistes, nous sommes dans nos ateliers, nous travaillons, nous exportons nos produits à travers le monde. Mais si on était beaucoup plus écoutés, on aurait peut-être dépassé ce stade dans lequel nous sommes. Mais bon, nous avons espoir. Nous pensons qu'avec les nouveaux décideurs culturels, les artistes auront une oreille qui va les écouter et peut-être ça peut donner un nouvel élan plutôt à la culture au Sénégal. Nous les attendons sur ce sujet. Sur ce sujet-là. Donc, un nouveau élan pour la culture et surtout le domaine des arts. Les artistes, les acteurs en ont vraiment besoin. Maintenant, l'art en tant que tel, on parle aussi aujourd'hui de l'environnement, c'est-à-dire de la dégradation de l'environnement, on en avait parlé. Et quelle est cette appréciation que vous avez concernant ces artistes engagés-là du point de vue environnemental et autres? Oui, mais je dis que c'est une expression, comme toute autre expression. Moi, je ne suis pas dans cette voie-là, mais j'ai beaucoup de respect pour les autres qui pratiquent cette forme d'art. Parce que aussi l'environnement est une partie intégrante de nous. Parce que on ne peut pas bouger dans une boule de verre. Il faut comment dire, il faut éclater la boule de verre et puis prendre tous les chemins possibles. Donc c'est une forme d'expression, même ce que nous appelons aujourd'hui l'art conceptuel. Mais je trouve que les véritables arts conceptuels, bien que le mot conceptuel me gêne, ils sont africains. Quand je vois le travail de Tita Mbaye, c'est vraiment de l'art conceptuel. Vieux Diba, quand je vois son travail, c'est de l'art conceptuel, mais cet art que représentent ces deux artistes pour moi n'ont rien délaissé de leur africanité. Parce que j'insiste là-dessus, parce que nous sommes africains, nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos habits et aller porter des redingotes et autre chose. Parce que pour aller à ce concert, je vais me répéter, il faut qu'on y aille avec nos habits. Et je retrouve que ces gens-là de ma génération qui travaillent ce concept-là, l'esprit qu'ils utilisent dans leur travail, les œuvres qu'ils nous rendent, si j'avais aujourd'hui à présenter au Sénégal ou ailleurs de l'art conceptuel venant de chez nous, je mettrais en exergue ces deux personnalités artistiques que le monde des arts connaît. Donc, le monde de l'art conceptuel, comme on vient de le dire, surtout les œuvres, le travail du peintre Vieux Diba, j'adore. Tita Mbaye, surtout qu'on a eu à invité au niveau de télé-école, au niveau de l'émission Éducar. Donc là, on voit qu'il y a de l'originalité sur ce qu'on fait. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a un fil conducteur, il y a une évolution dans ce qu'ils font, tout en restant ancrés dans leurs valeurs culturelles. Et si aujourd'hui vous devriez vraiment parler avec
ces décideurs politiques qui sont là aujourd'hui, nos gouvernants, quel est le message que vous allez leur donner? Surtout concernant, en matière d'établissement culturel, et comme vous le savez, c'est une matière-là, on en a parlé. On a parlé du village des arts. C'est des endroits qui peuvent vraiment exporter ce que nous faisons et ce que nous faisons de plus valeureux, de ce qu'il y a de plus original au niveau de cette cadre culturel-là. Quelle est la... je pense que certains même vont se poser des questions d'écouter Zulu parler de politique et culture. Culturelle, surtout. Parce la politique culturelle. On dit très souvent, art et État ne font jamais bon ménage. Mais nous vivons dans une société où nous sommes, avant d'être aussi des artistes, des citoyens. Nous vivons dans une république, nous cotisons pour mettre en route, pour faire avancer les choses. Nous cotisons dans cette république. Et donc, parler d'État et de culture, c'est un peu, comment on dit encore? Risqué ou bien? C'est un peu? Risqué ou bien? Pratiquement le mot, un peu risqué. Oui. Parce que c'est pour ça que quand on voit la Biennale de Dakar, par exemple, qui est organisée par l'État, ça n'a pas le sens qu'on devait donner à cette biennale. Je pense que cette biennale devait être beaucoup plus autonome, qu'elle soit portée par une fondation, par exemple, qu'elle soit portée par une structure autonome. Ça intéresserait plus le monde parce que le monde n'aime pas trop l'art véhiculé par un État. Parce qu'on pense que les artistes suivent tout simplement la politique d'un État. Mais comme ils nous ont donné ce village des arts, ils nous ont donné la possibilité de ne payer ni l'électricité, ni l'eau. C'est une forme de propulser la créativité des gens. Parce que ça leur permet de pouvoir avoir beaucoup plus les moyens de travailler et de montrer leur travail. C'est dans ce sens-là que j'appelle les décideurs culturels, mais le reste, vraiment, ça, c'est l'affaire des artistes qui doivent s'organiser et qui doivent donner un élan, un essor à leur travail artistique. Okay, donc les artistes doivent s'organiser vraiment et donner un élan à ce milieu-là culturel, surtout le milieu des arts en tant que tel. Les perspectives, auriez-vous des recommandations à faire ou un message à lancer pour la promotion des disciplines artistiques? À qui? Aux artistes, aux jeunes, vu qu'on en a déjà. Mais écoutez, là où vous êtes venu, le village des arts de Dakar, je suis le président de l'association du village des arts de Dakar. On est organisé en une communauté et c'est vrai que c'est difficile la vie artistique parce c'est une vie où il n'y a pas trop de moyens, de possibilités, mais tant bien que mal, nous nous organisons et ça stimule d'être tout simplement un groupe comme ça avec une cinquantaine d'ateliers, avec une galerie collective où nous montrons notre travail. Je pense qu'il faut encourager ces démarches-là. Et je sais que peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais on est en train de faire connaître l'art sénégalais, bien sûr en Europe, mais aussi aujourd'hui en Afrique. D'ailleurs, dans 2 semaines, je dois aller avec une dizaine d'artistes sénégalais au Maroc, parce que quand même le Maroc c'est un pays qui s'est beaucoup ouvert à nous, et ça nous permet d'avoir un pays qui a besoin, dans son soft power, d'avoir des collaborations avec des artistes d'Afrique. Et nous demandons aussi aux autres gouvernements africains d'aider les artistes à se rencontrer. Ça se fait au niveau de la biennale, mais d'une manière encore très timide. On peut faire mieux. Et encore pour me répéter, il faudrait peut-être confier cette biennale aux artistes et aux intellectuels africains pour qu'ils puissent lui donner un aura, un contenu qui intéresse le monde, parce que c'est par là seulement, c'est une des plateformes qui pourrait nous aider à mieux nous faire connaître et donc à faire passer notre message africain. Ok, donc confier cette biennale-là aux artistes africains, surtout, comme
vous venez de le dire, surtout militer dans le sens de la coopération sud-sud. On en a parlé pour un meilleur vraiment rayonnement à venir, des rayonnements de cet art-là que nous avons au Sénégalais, africains en général. Quel est votre dernier mot? C'est tout. Concernant l'émission, bien sûr. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, le titre de cette émission, je pense que ça parle d'école. Donc, qui parle d'école parle de pédagogie. Et qui parle de pédagogie parle aussi d'héritage, d'ancienneté. Et quand vous rencontrez un vieux comme moi qui veut émettre des, comment dire, c'est pas donner des leçons, mais parler avec les jeunes qui sont autour de nous, parler avec sa société et parler avec le monde, parce que aujourd'hui, avec la technologie, on sait que avec l'audiovisuel, ça va ailleurs, au-delà de nos frontières même. Donc, c'est une c'est un très beau concept. Et je vous encourage. Et je pense que ce que nous avons dit ce soir pourra intéresser les gens. Et que, voilà, cette petite note que j'avais à donner dans le cadre de ce plateau pour parler un peu aux autres. Donc, l'émission tire à sa fin à travers ces mots de l'artiste peintre, comme je l'ai dit, Monsieur Zoulou Mbaye, qu'on remercie aussi vraiment de sa disponibilité. Merci beaucoup pour votre disponibilité et donc de nous avoir donné l'occasion vraiment de parler de vous, de l'art contemporain en général, de parler aussi de l'art, de la culture au niveau de ce pays-là, au niveau africain et mondial. Donc voilà, l'émission Educar, ce numéro tire à sa fin. Donc on va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Educar sur la chaîne Télé-École, la chaîne 100% éducation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et à très bientôt.